Day Trading, le podcast. La personnalité type du trader qui réussit. Deuxième partie. Salut, chers boursicoteurs. J'espère que vous allez bien. On poursuit ce deuxième épisode d'une série de je ne sais combien d'épisodes qu'on va faire. On poursuit nous autres, dans le fond, quand on a enregistré, bien évidemment, on l'a fait dans le même après-midi. Là. Donc, pour nous, c'est tout est frais. Là. Il y en a parmi vous qui ont eu la chance d'avoir 2 semaines entre les 2 épisodes. Puis il y en a d'autres qui l'écoutent en série ou en rafale. Vous pouvez poursuivre, dans le fond, le cheminement. Avant qu'on appuie sur le bouton d'enregistrement, Michel a amené un commentaire sur le dernier point qu'on avait souligné dans le dernier épisode. Là. Je ne sais pas si tu veux le partager avec le public, Michel. Bien là, je demanderai à François d'expliquer c'était quoi son concept là, de Dieu du trading. Je trouvais ça intéressant. Ça a l'air que ça existe, hein, François? Oui, c'est ça, le Dieu du trading. Bon, mais je suis bien content de vous faire découvrir ça. Il n'existe pas un réel Dieu du trading, mais dans le milieu du trading, il y a un Dieu qu'on vénère. C'est Honma, H-O-N-M-A. Ça serait le papa, le créateur des chandeliers japonais. Je ne me souviens plus en quelle année. Mais bref, dans le milieu du trading, il est considéré comme un dieu. Donc, en toute honnêteté, il a fallu que je fasse une recherche, là, mais c'est parce qu'on parlait souvent de ça, le dieu du trading, puis il faut le respecter, il faut offenser aucun dieu, mais dans le milieu du trading, il faut le rajouter à la liste. Il ne faut pas offenser le dieu du trading. Puis Michel, en hors onde, nous a donné un bel exemple là, en parlant de qu'est-ce qui pouvait arriver si on se pensait plus fort que le dieu du trading ou plus fort que le marché. Là. Rappelle-moi, c'est quoi tu voulais... C'est de se rappeler que si tu penses avoir trouvé la clé pour ouvrir la porte du succès à la bourse, tu vas réaliser que le marché boursier a changé de serrure. Donc, ça veut dire, si tu penses avoir trouvé la recette miracle, avoir élucidé là, comme le concept du caramel par rapport au marché boursier, le marché boursier va trouver le tour de te surprendre en changeant de mode, comme par exemple de passer tendance à 2 côtés, où finalement ta stratégie ne fonctionnera pas. Donc, on doit être capable d'être humble. C'est ce qu'on appelle l'humilité intellectuelle et être ouvert à ce que le marché te présente pour t'ajuster. Et ne pas chercher le passe-partout, parce qu'il n'existe pas. Tout à fait. OK, donc on poursuit avec les qualités ou les traits de personnalité. Là. Le prochain que j'ai dans ma liste, c'est le désir d'indépendance. Celui-là, moi, il me tenait à cœur parce que pour moi, c'est une des premières raisons qui fait que je me suis lancé dans cette aventure-là. Chacun, on a notre pourquoi. Moi, j'ai toujours été... indépendant. Là, j'ai toujours été à mon compte. Donc, ça a toujours été important que je sois le créateur de ma vie. Puis je trouvais que dans le trading, on avait accès à ça. Puis une des choses que je trouve beau, dans le fond, de ce métier-là, c'est que ton succès ne dépend pas des autres. Donc, l'indépendance, c'est ça aussi. Donc, tu sais, il y a des gens, des fois, qui sont jaloux du succès des autres. Mais dans l'exemple ici, quand tu vois quelqu'un qui réussit, tu devrais plutôt t'en inspirer parce que c'est comme une preuve que ça marche pour lui ou que ça marche pour quelqu'un d'autre. Donc, ça te permet d'augmenter ta confiance en toi. Puis ça ne t'enlève rien. Au contraire, ça t'amène de l'énergie. Donc, cette indépendance-là, ça vient, dans le fond, avec un désir, mais ça vient aussi avec une responsabilité, là, qu'on s'assume, puis que c'est notre succès, c'est nous qui le faisons. J'ai beau prendre tous les cours de François, j'ai beau suivre tous les séminaires, les webinaires inimaginables, apprendre toutes les techniques, mais à la fin, c'est moi qui appuie sur le bouton. C'est moi qui prends la décision. Quand j'ai tradé avec François, j'ai donné une coupe de Q. J'ai envoyé une paire de Forex. Puis 2 minutes après, il lâche un gros mot. Puis là, je dis, je viens d'envoyer... Mais il dit, pas grave, Pat, tu m'en avais envoyé 2 autres qui étaient gagnantes avant. Donc, tu sais, c'est ça. Mais c'est pas parce que j'ai callé une shot que c'est de ma faute si François l'a pris la trade. C'est lui qui est indépendant. C'est lui qui l'a fait sa décision. C'est au même titre, quand je suis une alerte, que je décide de la prendre, une alerte sur le Telegram de François, si j'ai une perte, c'est ma décision. Donc, ça vient aussi qu'une responsabilité, tant qu'à moi, l'indépendance. Oui, puis pour continuer là-dedans, le désir d'indépendance, c'est ça, le métier de trader,
c'est n'importe qui, que ce soit trader ou entrepreneur, le désir d'être indépendant, faire notre propre horaire, vouloir travailler l'après-midi si on veut seulement. C'est pas nécessairement devenir trader ou peu importe le métier. Le désir de devenir indépendant, c'est pas nécessairement de devenir riche ou d'être riche, parce que ça, être riche, c'est propre à chacun, mais juste pouvoir travailler quand on veut, où ce qu'on veut. Je crois que ça, c'est un bel avantage d'être négociateur indépendant ou d'être à son propre compte. Là. Maintenant, avec la situation qui est arrivée, la pandémie, tout ça, je crois qu'il y en a beaucoup qui sont repositionnés. Et puis, avec le télétravail, on a une certaine, quand même, indépendance. Je pense que le retour dans les bureaux, ça va être un peu plus dur. Et puis, il y a beaucoup de monde qui ne voudront pas parce qu'ils vont avoir aimé cette indépendance-là. Le monde aime ça, travailler de la maison. En tant qu'employeur, il faut faire confiance à nos employés. Là. Mais bref, désir d'indépendance, c'est un bel avantage, surtout quand on est négociateur. Là. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu avances, puis je dirais que certaines personnes ont besoin d'encadrement quand même. Donc, ceux et celles qui aspirent à vivre la négociation active, je ne sais pas si tu es d'accord, François, mais ça serait bon qu'ils se collent soit un mentor ou un coach pour se faire encadrer, parce que souvent, les gens ils disent « Moi, je veux la liberté », mais des fois, c'est une façon de détourner de dire « Je veux moins travailler » ou « Je veux faire mon horaire », mais travailler comme négociateur actif, c'est très exigeant. Donc, de ne pas s'imaginer que liberté égale nécessairement moins de travail. Tu as besoin plus de travail sur toi, puis te faire encadrer. Puis rapidement, au niveau de l'indépendance, au niveau d'opinion, peu importe ce que les gens disent, tu es toujours responsable de ton comportement parce que c'est toi, au final, qui pèse sur acheter et vendre. Et ça, c'est super important de garder ça en tête. Pour conclure sur le désir d'indépendance, c'est comme Michel dit, la plupart du monde, ils veulent l'indépendance pour moins travailler. En tout cas, pour commencer, quelqu'un qui commence dans la business, un matin, j'ai partagé un article de Tiger Woods qui fait un retour au golf. Et puis, avec son gros accident, tout le monde pensait qu'il allait peut-être pas pouvoir rejouer, même marcher, mais... il a travaillé fort pour revenir, puis il a travaillé beaucoup d'exercices, beaucoup de concentration, beaucoup de travail en soi. Fait que donc, quelqu'un qui veut devenir indépendant, que ce soit pour le trading ou quelque chose d'autre, je crois qu'il faut travailler très, très fort au début, puis on compte pas nos heures. Puis on en parle souvent, là, comme Patrick a dit tantôt, on a bien beau suivre... même si c'était Mozart qui nous montre à jouer du piano ou votre guitariste préféré qui vous montre, qui vous donne des cours pendant 1 mois ou même 6 mois, vous allez être capable de pianoter et puis jouer quelques mélodies en piano, mais ça prend de la pratique. Donc, avant de jouer dans un orchestre puis être un virtuose, ça va prendre des années. C'est la même chose comme métier de day trading. Oui, on peut tirer notre épingle du jeu, faire quelques milliers de dollars ici puis là, mais prendre la décision de lâcher notre emploi, se lancer à temps plein dans le trading intraday, puis se tirer un revenu de tout ça, le risque est quand même gros. Donc, moi, je le dis souvent, oui, ça peut arriver, comme la loto, on en connaît qui peuvent réussir du jour au lendemain, mais la plupart du temps, c'est pas nous autres. Donc, il faut être persévérant et puis c'est beaucoup, beaucoup de travail. Donnez-vous des... J'aimerais ça vous dire quelques semaines, quelques mois, mais donnez-vous des années. Donnez-vous, mettons, 3-4 ans avant de devenir un professionnel du milieu puis capable de bien tirer son épingle du jeu. Et puis, comme Michel dit, il faut s'entourer de gens inspirants de tous les domaines. Et puis, faut prendre le meilleur d'eux. Il faut, comme on dit, presser le citron. On prend les informations qu'on aime et puis qui fit avec notre personnalité, notre style de trading. Et puis, après ça, on s'inspire de monde, comme Michel aussi, côté psychologie. On n'en parle pas gros, mais dans l'intraday, il y a beaucoup d'analyses techniques, mais le volet psychologie, je crois que ça représente, je vais dire 50%, c'est peut-être plus, peut-être moins, mais j'ai pas peur de dire 50% de la job. Là. On a bien beau tracer des belles lignes, mais si psychologiquement on n'est pas assez fort, ça ne fonctionnera pas. Puis on a beau être la personne la plus forte mentalement, si on n'a pas un plan de match technique, quand rentrer, quand sortir, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est pour devenir indépendant, encore là, le désir d'indépendance, il faut mettre beaucoup d'heures. Donc, puis ça ne se fait pas du jour au lendemain. Moi, j'appelle ça les 3 S. S pour stratégie, S pour sortie, soit à la baisse ou à la hausse,
Puis le troisième S, c'est soi-même. Donc, c'est en lien avec la psychologie. Donc, les 3 S, là, c'est carrément ça, tu as raison. Donc, cet épisode-là, moi, je vais le réécouter. C'est très pertinent. On poursuit avec la fameuse pensée positive, hein, parce qu'on essaie d'avoir une belle pensée positive, mais ça ne veut pas dire la pensée magique. Mais moi, je pense que le trader se doit d'y croire, là, donc d'être positif, tout en étant conscient que le chemin pour se rendre, il y a peu de probabilités qui ressemblent à ce qu'on se fait au départ, mais il faut se voir dans le succès pour se lancer là-dedans, parce qu'on a parlé que ça demandait énormément d'efforts. Si on n'a pas la foi et on n'a pas la pensée positive, c'est sûr qu'on va lâcher. Là. Ton gars, François, qui a lâché après une semaine de vrai trading, ça faisait 6 mois qu'il l'étudiait, il s'est heurté à quelque chose qu'il ne s'attendait pas. Là. Effectivement, puis surtout quand j'ai débuté en 1994, ça ne nous rajeunit pas, mais le premier 6 mois, j'ai perdu 50%. Ceux qui connaissent mon histoire, là, le premier 6 mois, j'ai perdu 50% de mon compte. Donc, pour continuer là-dedans, après ça, j'ai pris des cours, puis la personne m'a dit, si tu es capable de juste récupérer ton investissement, tu as peut-être une chance. Donc, il m'a dit juste récupérer. Il n'a pas dit faire plus d'argent. Juste récupérer, tu as peut-être une chance. Puis il ne m'a pas dit que tu vas réussir. Tu as peut-être une chance. Il mettait des bâtons dans les roues en partant. Puis c'est ça que j'aime faire avec mes membres. Tu sais, je leur dis que c'est pas facile. 90% du monde perd de l'argent. C'est pas facile. Mais une fois qu'on est bien entouré, mais bref, il faut être positif. Qu'est-ce qui a fait que j'ai continué? Puis j'ai réussi, mais parce que j'avais pas que j'avais pas d'autres options. Là. Il y avait plusieurs options, mais j'ai resté positif. C'est ça que je voulais faire. Je me suis formé et puis j'ai récupéré mon capital, puis j'ai fini un petit peu positif à 19 ans. Donc, si j'avais pas la positivité, ça n'aurait pas fonctionné. Là. Donc, il faut rester positif. Il faut pas. Puis des fois, ça l'arrive. Là. On peut même avoir une année négative. Moi, sur 28 ans, je crois que j'ai eu 3 années négatives, un peu réparties un peu partout. Mais après, imaginez, 1 an de trading, on perd de l'argent. On aurait pu dire qu'on n'aurait pu pas travailler cette année-là, puis ça aurait été plus payant. Donc, j'aurais pu lâcher la serviette, mais il faut rester positif, puis il faut avoir une très grande confiance en soi. On en parlait tantôt, confiance en soi. Donc, il faut être positif, puis confiance en soi, confiance en nos capacités. Donc, effectivement, il faut être très positif, mais tu sais, la fameuse pensée positive que tout est beau, c'est facile. Non, ça, je pense pas, mais il faut être positif. Je veux faire une parenthèse sur quand tu as nommé une année négative. Tu sais. Dans ton année, tous les traders vont avoir, peut-être pas, mais en tout cas, selon ce que moi je perçois, c'est toujours possible, mais un entrepreneur, c'est ça aussi. Moi, quand entrepreneur, j'en ai eu au début des années où je payais pour travailler. Tu sais. Fait que est-ce que dans l'ensemble, tu sais, à la fin de l'année, ça m'a coûté de l'argent de travailler. Est-ce que je me dis, ça marche pas, ça sert à rien, ou j'y crois puis j'ai ma vision? Fait que ça nous prend une vision quand même. C'est la même chose en trading, mais les gens, on dirait que quand c'est en trading, si ça arrive, c'est parce que là, on n'est pas bon, puis, tu sais, mais dans le fond, c'est pas différent de n'importe quelle personne qui démarre une entreprise, là. Comme Michel, c'est ça, comme Michel l'a expliqué tantôt, l'accessibilité maintenant aux machines, puis le monde pense que c'est un jeu. Donc, j'aime pas ça dire ça, mais le monde joue à la bourse 2-3 mois, puis après ça, ils perdent de l'argent. Puis là, ils disent, de la bourse, excusez, là, tu mettras un bip-bip, mais tu sais, la bourse, c'est de la merde, ça marche pas. Mais c'est pas ça. On peut être sur une mauvaise séquence pendant 2-3 mois, mais bref, on joue pas à la bourse. Ça fait partie du processus, perdre de l'argent. On dirait que c'est un chemin de croix. On n'a pas le choix de passer par là. C'est quel entrepreneur a commencé et puis réussi en partant? C'est sûr que ça existe, mais les bonnes chances, c'est que ça ne soit pas nous. On a tous passé par là. N'importe qui, je suis sûr. Moi, j'ai passé par là. Patrick vient de dire qu'il a passé par là. Michel aussi, je suis sûr qu'il a passé par là. N'importe qui nous écoute, qui est entrepreneur, c'est quoi les odds que quelqu'un ait réussi d'avance sans embûche? Un peu comme le trading, quand on dit 95% du monde qui perd de l'argent, puis 5% qui réussissent, d'après moi, quelqu'un qui réussit à faire de l'argent tout de suite, ou même entrepreneur réussir du premier coup, le pourcentage doit être tellement minime. Puis ceux qui sont en échec, je suis sûr, c'est parce qu'ils ont joué. Ils ont joué en entrepreneur, ils ont joué à la bourse, ils ne sont pas renseignés, ils n'ont pas fait leur devoir. Donc, c'est important, il faut prendre ça au sérieux. Puis moi, mon mentor, dans le temps, sur le parquet de la bourse,
il disait souvent, Colin, c'est pas de l'argent de Monopoly. Moi, j'aime ça, répéter ça. Le monde, arrêtez. On joue pas à la bourse. Si tu veux jouer, mets-toi en mode démo, puis là, joue. Mais quand c'est le temps de transiger pour de vrai, c'est de la vraie argent. C'est pas de l'argent de Monopoly. Que ce soit 50, 100 ou 1000 $, Colin, on n'est pas assez riche pour perdre 50 $, là. Moi, je suis comme au casino, quand une table de poker. Tous les amateurs, là, puis moi, je m'inclus. Quand je vais au casino, je suis un amateur. Quand je m'assieds à une table de poker, il y a peut-être 15 personnes alentour, c'est des élites de joueurs poker. Puis moi, je joue au poker. Fait que moi, j'échappe 50 $ à terre, puis le poker, ça va pas de la merde, puis j'ai quand même eu une belle soirée, mais pendant ce temps-là, tous les traders élites, tous les joueurs élites alentour, ils ramassent nos 50 $. Mais c'est ça qu'on fait, nous autres, les professionnels. On ramasse vos 50 $ au monde qui ne savent pas jouer à la bourse. Donc, je vais fermer la parenthèse parce que là, je vais m'emporter. Bref, on ne joue pas à la bourse, puis il faut rester positif. Il y a tellement d'éléments importants, là, donc je vais juste faire du pouce sur ce que vous avez mentionné, c'est l'art d'abandonner. Donc, évidemment, en entrepreneuriat, ça a été démontré, c'est quand tu décides de lancer la serviette ou de fermer ton service pour faire d'autres choses, on doit se poser la question aussi en négociation active, parce qu'évidemment, c'est pas le fun de perdre. Donc, tu as 2 critères. Si tu n'as pas un avantage distinctif, qu'on appelle en anglais un edge, ou si tu n'as pas un marché qui a vraiment besoin de ton produit, c'est là que tu dois lancer la serviette. Donc, dans le domaine de la bourse, d'avoir une année négative, c'est normal si et seulement si tu as un avantage distinctif. C'est soit ta stratégie, ta gestion de risque, ton état d'esprit, mais ça te prend ce genre d'avantage-là comparatif, ou sinon, ça ne sert pas à rien de vouloir continuer. Donc ça, c'est important de vous poser la question à la maison. Moi, c'est quoi mon avantage pour continuer à négocier activement? Et si tu as un écart par rapport à ça, va chercher de la formation. Pour ce qui est de la pensée positive, c'est tout le monde placarde des murs là, de citations de Warren Buffett ou des traders, etc., comme par exemple couper rapidement les pertes. Puis là, tu te poses la question, pourquoi qu'on a accès à cette information-là? Pourquoi qu'on n'est pas en mesure de l'appliquer? Donc, cette espèce de pensée positive-là, de se rappeler des belles phrases, etc., c'est que le problème, c'est que quand tu fais face à une perte, évidemment, tu es comme pris en otage d'un point de vue émotionnel, et là, ça vient rentrer en conflit avec un besoin qui est non assouvi. Et ce besoin-là, c'est par exemple d'avoir raison. J'ai lâché ma job pour vivre du trading, je dois absolument payer mes factures, de prouver à ma blonde que j'ai fait une bonne action de me lancer dans la négociation active, etc. Donc, la pensée positive, c'est comme au niveau de la surface, mais tu dois aller comme un iceberg, aller en dessous de l'eau et te dire, c'est quoi ta motivation profonde ou les raisons qui font que tu ne veux pas prendre ta perte, par exemple. Et tant aussi longtemps que tu ne vas pas chercher cette raison-là, la pensée positive, selon moi, ça ne sert à rien parce que tu ne seras pas capable de mettre le doigt sur quelque chose qui est beaucoup plus important. Donc, un bon truc, c'est quand tu visualises, par exemple, une situation, parce que ça a des effets positifs, au lieu de visualiser que tu as du succès, visualise tes obstacles et visualise comment tu te comportes face aux obstacles. Comme par exemple, si je veux courir un marathon, je m'imagine sur le podium avec ma banane puis mon jus de fruits puis je suis bien excité, mais pense au moment que tu dois t'entraîner puis qu'il se met à pleuvoir, qu'il fait moins 10 degrés. Comment tu te comportes face à ça? Ça, c'est une bonne façon d'y passer. Donc, quand tu arrives puis tu visualises, tu as des pensées positives par rapport à ton succès comme négociateur actif, comment tu réagis si tu dois prendre ta perte, que tu n'as pas de succès, et de visualiser ça pour mieux te préparer, c'est ce qu'on appelle le pré-mortem. C'est te préparer d'avance en planifiant, voici comment je vais agir si ça ne va pas de mon bord, versus le post-mortem, que c'est après coup. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Donc ça, c'est bon pour tirer des leçons, mais de se mettre dans un scénario que ça va mal tourner, puis dans le fond, de planifier ce que tu vas faire, ça va t'aider énormément dans ta négociation active. Très intéressant. Tu sais, moi, la réflexion que ça m'apporte, c'est que les entrepreneurs, souvent, on va dire coupe tes ponts, là, tu sais, donne-toi pas de porte de sortie, puis tu n'auras pas le choix de foncer. Mais en trading, pour moi, ça fait l'effet inverse. Là. Si on est trop ça va marcher, ça n'a pas le choix de marcher, puis t'as pas. Comme tu disais, tu as besoin de ça pour vivre, payer ton loyer. Tu vas avoir tellement de pression que ça va être impossible, tant qu'à moi, à supporter
Surtout si tu n'as pas de jeu. Puis de toute façon, si tu n'as pas de jeu, entre vous et moi, tu n'as pas de capital non plus. Là. Souvent, à moins que tu aies un capital alloué, tu te dis, moi, je ne touche pas à ça. Mais les gens qui veulent faire ça, l'objectif, c'est d'en sortir pour vivre. Donc, je trouve que c'est très pertinent ce que tu as dit. On ne coupe pas nos ponts tout de suite d'un coup pour se lancer dans le trading ou, comme tu dis, prouver à ta blonde que tu es capable. Là. Je pense pas que c'est la bonne raison. Ben François, il a sûrement une meilleure réponse que moi, mais je pense, François, tu es d'accord avec moi, ça te prend au moins un 12 à 18 mois d'économie avant de te lancer tête première dans la négociation active. Puis j'encourage les gens de le faire, mais il ne faut pas que tu te mettes une obligation de faire de l'argent. Ce n'est pas nécessairement un guichet automatique parce que tu ne peux pas prévoir si ça va fonctionner ou pas. Puis si tu te mets dans cet état d'esprit-là, là, tu as le biais du résultat. Tu veux absolument avoir du succès, puis malheureusement, tu ne contrôles pas ça. Donc, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, François, mais d'avoir un 12-18 mois d'économie avant de te plonger tête première, ça peut être bon pour réduire justement cet inconfort-là. Quand on a commencé sur le parquet, on disait que ça prenait 1 an d'économie. On se disait, il faut que tu sois capable pendant 1 an de ne pas avoir de revenus, puis être capable de subvenir à tes besoins. Puis j'ai bien aimé aussi ce que Patrick a dit tantôt. Quand tu es un entrepreneur, on se ferme les portes, puis des fois, on n'a comme pas le choix, puis ça va fonctionner. On fonce, on y va, puis on s'entête, puis le résultat est correct. Mais comme le trading, des fois, c'est le contraire. Si on s'entête trop, là, moi, la dernière fois, je me suis entêté, puis je m'en souviens tellement, c'est depuis ce moment-là que je parle beaucoup de stop. Ça m'a coûté dans les 6 chiffres avancés, là, tu sais. Puis s'entêter, c'est vraiment pas bon. Si on s'entête sur le marché du trading, ça fonctionnera pas. Et puis, côté trading, on peut pas s'entêter. Puis oui, effectivement, c'est pour ça aussi, quand on commence à transiger, s'il y a une personne qui a 50 ans, exemple, même 40 ans, puis il y a une famille, puis il n'y a pas vraiment d'économie, puis il dit, mais moi, je veux, puis ça arrive souvent dans la communauté, quelqu'un il dit, mais moi, je veux faire ça à temps plein. C'est pas aussi facile que d'aller à la banque, que je vais emprunter 50 000 $ puis je vais commencer à transiger. Si c'était aussi facile que ça, d'avoir de l'argent, mais tout le monde emprunterait puis commencerait à transiger. Donc, ça prend certaines aptitudes, mais ça prend quelqu'un qui veut vraiment se lancer à temps plein, peu importe l'expérience qu'on a, même si on est expert. De toute façon, on ne devient pas expert du jour au lendemain, mais comme Michel dit, là, de 12 à 18 mois. Puis c'est pour ça, souvent, les jeunes, je ne veux pas dire que les jeunes réussissent mieux que les vieux, mais souvent, les jeunes n'ont pas grand-chose à perdre. Si ça ne fonctionne pas, ils vont retourner chez papa, maman. Puis des fois, quand ils commencent à transiger, quand on était plus jeune, puis on formait du monde, mais souvent, c'était les jeunes dans la vingtaine qui réussissaient, je ne veux pas dire mieux, mais peut-être plus vite, parce qu'il y avait moins de contraintes là, de payer des comptes. Donc, moins de pression extérieure, autrement dit. C'est ça. Quand tu n'as pas de pression, transiger sa pression, c'est vraiment pas bon. Tu sais que, non, je l'ai déjà vécu quand j'étais jeune. Ça n'a pas tout le temps été rose, mais c'est pas le fun quand il faut que les comptes arrivent puis il faut payer. Mais bref, il faut revenir à la base. Quand ça ne fonctionne pas, c'est ça que je voulais dire tantôt. Michel parlait de... Je me souviens plus quel point, mais dans le fond, c'est de se connaître. Tu sais, on parlait, mettons, d'une année négative. C'est correct, puis c'est pas correct. C'est correct d'avoir une année négative, mais c'est quoi notre... C'est quoi le truc pour revenir fort? Eh bien, si, exemple, on a perdu de l'argent parce qu'on a fait le fameux FOMO, Fear of Missing Out, le marché monte, tu sais, on sait qu'on a perdu un gros montant d'argent à cause de ça. On sait cette erreur-là, puis il ne faut pas la faire. Donc, on peut la corriger. La même affaire, si on déplace nos stops, si on average down, tu sais, c'est toutes des erreurs, tu sais, les fameuses pensées positives. Mais si on a perdu de l'argent à cause qu'on n'a pas appliqué cette méthode-là, on le sait qu'on est capable de revenir fort. Moi, quand j'ai perdu de l'argent pendant une année, c'est exactement ça. Dans la communauté, là, j'ai posté les 50 plus grosses erreurs qu'on peut faire. Je pense que cette année-là, je les ai toutes faites. Mais je le sais que j'avais des années positives après. Donc, j'ai juste à nettoyer ça, faire repenser à mon plan de match. Et puis après ça, on revient fort. C'est sûr, quelqu'un qui perd de l'argent la première année, c'est dur. Là, mais tu sais, si après 4-5 ans, tu as une année négative, c'est pas grave. Comme on fait du backtesting, on regarde où est-ce qu'on a fait des erreurs. Puis si c'est des erreurs après notre plan de match qui était bien établi, c'est pas de notre faute, ça l'arrive. Mais si c'est parce qu'on a transigé trop gros, le fear of missing out, on a acheté dans le top, on a acheté un couteau qui tombe, tu sais, c'est toutes des erreurs qu'on peut corriger. Donc, il est là notre edge, on le sait qu'on peut revenir fort. Donc, on a juste à corriger les erreurs qu'on a faites. Donc, c'est ça. Tous ceux qui nous écoutent, là, vérifiez les erreurs que vous avez faites, puis si vous êtes capable de les éliminer. Je vous dis, la ligne de profitabilité en trading est mince. Souvent, on n'est pas profitable parce que c'est nous autres qui trichent. Tu sais, les fameuses pensées positives, on ne les applique pas. Faites juste appliquer les pensées positives, puis ça va bien aller, avoir un plan de match. Donc, c'est ça que je voulais rajouter.
J'avais déjà partagé sur le groupe de day trading. Souvent, évidemment, on va tenir compte de notre performance, à savoir le win rate. C'est quoi le pourcentage d'actions qui sont profitables, la perte moyenne ou le gain moyen. Mais il serait bon aussi d'avoir ce qu'on appelle le scoreboard. C'est comme une genre de carte de pointage, mais par rapport à ton exécution. Donc, tu décris c'est quoi une bonne exécution. Comme par exemple, j'ai révisé mes transactions de la veille. J'ai placé ma commande selon une thèse d'investissement, je suis sorti à mon prix déterminé, etc. Et là, tu te donnes des points en fin de journée uniquement en termes d'exécution. Donc, ça se peut qu'il y ait des journées où que tu vas voir, mettons, un score de 80 sur 100 au niveau de l'exécution, mais tu n'as pas fait d'argent. Mais là, tu te dis, moi, j'ai fait la bonne chose aujourd'hui, c'est juste que mon trading n'est pas allé dans le sens de la probabilité. D'un autre côté, tu peux faire énormément d'argent lors d'une journée, tu regardes ton exécution, tu te dis, oh my God, j'ai été chanceux, parce que j'ai rajouté à ma position à la baisse, j'ai pas respecté mon stop et j'ai été chanceux parce qu'en fin de journée, la Réserve fédérale a sorti une nouvelle et là, mon action est passée de 5$ à 7$ puis finalement, je suis arrivé kiff-kiff. Donc, le point, c'est essayer de se concentrer sur l'exécution et en faisant ça, en te donnant des points sur l'exécution, la beauté, c'est que tu contrôles parfaitement ton exécution. Le résultat, tu ne l'as pas, mais l'un va avec l'autre dans le sens que mieux que tu exécutes, tôt ou tard, les résultats vont arriver. Bon, oui, puis d'être en contrôle, moi, je pense que c'est la meilleure façon de bien gérer son stress, tu sais, quand on est en contrôle. Fait que même si tu as une perte, si tu as respecté ton plan, tu peux même être fier à la fin de cette journée-là, même si tu as perdu de l'argent, qui reste positif. Ça fait déjà un bel épisode qu'on vient de couvrir. On a appris encore des choses. On apprend surtout, moi, je pense qu'il faut constamment travailler sur soi. On a encore d'autres sujets qui s'en viennent. On va vous laisser un petit peu sur votre appétit. Puis on va vous retrouver dans 2 semaines avec le prochain épisode. Donc, ça se poursuit très bientôt. Bon trading à tous.